cette unité industrielle pour mieux comprendre les effets positifs du dit arrêté. Honoré Thienou nous fait le point depuis Ségou. Constater l'impact de l'arrêté interministériel permettant aux unités industrielles d'écouler leur production, c'est l'objectif de la mission du ministre de l'Industrie et du Commerce à l'usine M3 de Ségou. Après une visite des différentes étapes de production, le ministre a échangé avec les responsables de M3. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Un plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations a été élaboré et validé par le premier chef du gouvernement le 13 janvier 2025 avec l'ensemble des composantes du secteur privé. Il y a 18 mois, on était dans une dynamique où on allait assister à la destruction d'une unité industrielle, à la perte de 200 000 tonnes de production, à la destruction de 380 emplois et à la compromission de 57 milliards d'investissements à M3. Et cette mesure a permis aujourd'hui à M3 et à l'ensemble des unités industrielles, les 14 unités industrielles qui interviennent dans la production de pâtes alimentaires et de farines, d'avoir une nouvelle santé. Le président du conseil d'administration de l'usine M3 en a profité pour rendre hommage aux plus hautes autorités pour leur appui et accompagnement constant en faveur de l'industrie malienne. Modibo Keïta, président du conseil d'administration de l'usine M3. C'est un gouvernement responsable. Notre gros problème aujourd'hui, c'est la concurrence déloyale de Caille jusqu'à Tombouctou. Pour contrer ce commerce déloyal, il reste tout de même des efforts à faire. À ce niveau, le ministre réitère son accompagnement à faire de cette bataille la sienne. Ségou Honoré Thienou Bassi Traoré pour l'ORTM. Et dans la foulée, la compagnie malienne pour le développement des textiles, la CMDT et la BDM-SA signent une convention de 150 milliards de francs CFA, un montant destiné à acheter le coton auprès du paysan malien, à l'égrainer dans les usines de la CMDT et à le transporter jusqu'au port d'évacuation. On en parle avec le premier invité de ce 13h dimanche, Mamadou Moustapha Diarra, PDG de la CMDT, en direct dans ce studio. Bonjour, monsieur Diarra. Bonjour. D'abord, dites-nous que dit essentiellement cette convention et en quoi est-elle importante pour vous? C'est une convention très importante. Chaque année, nous avons des négociations avec un pool bancaire, notamment porté par la BDM-SA. D'accord. Donc ce n'est pas que la BDM-SA. Ce n'est pas que la BDM-SA, il y a 13 autres banques du Mali qui sont impliquées, mais c'est la BDM-SA qui assure le lead. Donc c'est mobiliser des ressources pour pouvoir assurer le fonctionnement de la campagne d'achat du coton, d'égrainage et d'exportation du coton. Donc c'est pour dire que c'est assez important pour la vie de la société et de la filière en général. Et cette année, c'est 150 milliards de francs CFA, c'est une enveloppe raisonnable? Oui, c'est une enveloppe raisonnable. D'accord. Pour dire que nous allons financer l'achat avec une prévision de 600 000 tonnes. C'est un besoin de 180 milliards. D'accord. En fait. Très bien. Mais avec les 150 milliards, puisque ça nous permet d'enclencher le processus de commercialisation du coton, nous avons des rentrées de trésorerie donc, qui permettent de pouvoir assurer l'achat complet du coton qui va être livré par les producteurs. Et comment est-ce que ça va se matérialiser, la mise en œuvre de cette convention? Le mécanisme, il existe. C'était le processus de mobilisation qui avait pris un coup. Donc, depuis l'avènement de Covid et l'environnement géopolitique qui a évolué. Donc le refinancement des banques était devenu difficile, mais aussi la situation de la trésorerie de la CMDT était aussi tendue. Parce qu'on a traversé des années où il y a eu la crise des jacides, il y a eu un boycott de la production du coton. Donc tous ces éléments ont contribué à rendre difficile la mobilisation du financement pour la campagne. Nous sommes en train de revenir aux fondamentaux. Donc à mettre les choses en règle et mobiliser le financement à temps pour pouvoir payer les producteurs avant le débarrage de l'hivernage. Et comment est-ce que le producteur a accès facilement à son argent avec ce mécanisme? Le mécanisme, en fait, les producteurs organisés en coopérative ont des comptes dans les institutions de microfinance, dans les banques. D'accord. Et donc c'est sur ces comptes-là que les opérations se font. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les producteurs, si très bonne nouvelle pour les producteurs. D'accord. Ça les met plus en confiance. Très bien. Et comment se porte la filière coton à ce jour? Où en êtes-vous avec la campagne? Oui, la filière cotonnière, elle se porte bien.
Les périodes de turbulence sont derrière, mais nous restons attentifs par rapport au changement climatique. Parce qu'un des facteurs importants, c'est le comportement de l'hivernage qui impacte sur la production. L'année passée, il y a eu assez d'eau, même si le démarrage a été difficile. Les périodes de premières semis, il n'y avait pas assez d'eau. Mais Dieu merci, avec cet hivernage qu'on vient d'avoir, la production et la productivité s'est améliorée. Aucune conséquence des inondations? Oui, une conséquence qui a été minimisée par l'augmentation de la productivité. En fait, il y avait à un certain moment, lorsqu'on avait fait les évaluations, c'était aux environs entre 5 et 10% des superficies cotonnières qui avaient été touchées à différents niveaux de degrés d'importance. Mais les eaux se sont retirées et certains champs ont encore donné. Ce qui fait qu'actuellement, on est optimiste sur une production qui va dépasser 600 000 tonnes. Très bien. Et où est-ce que vous en êtes présentement dans les champs? Oui. Les récoltes, c'est fini. Elle est quasiment finie. Et nous avons déjà transporté plus de 50% du coton de la production estimée. Donc, on est à peu près actuellement à 350 000 tonnes de coton graines qu'on a déjà amené dans les usines. Et quelles sont vos perspectives? Oui, les perspectives sont la modernisation du management de la CMDT. Avec la digitalisation, avec la restructuration, mais aussi avec le développement de la mobilisation du financement, le développement du marché et l'amélioration de la compétitivité de la société. Nous allons optimiser les ressources, améliorer la qualité et négocier des contrats de vente qui sont intéressants pour la société. Un message particulier à lancer en ce moment précis? Oui, à deux niveaux. Déjà à mes collègues de la CMDT pour dire que l'heure a sonné pour que les gens s'engagent volontairement pour la réussite et le développement de la compagnie malienne de développement des textiles au bénéfice des producteurs et aux producteurs de s'engager pour qu'on ait une campagne à venir bien maîtrisée et assez productive pour pouvoir permettre à la filière de tourner encore mieux et de s'équiper à des niveaux plus hauts. Appel entendu, nous l'espérons. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Moustapha Diarra. Je rappelle que vous êtes le PDG de la CMDT. Encore merci d'être passé par là. Dans l'actualité également, fin de la conférence épiscopale à Bamako, les évêques ont fait le point des nombreuses activités menées durant l'année écoulée. Parmi les plus symboliques, nous notons le pèlerinage de Kita, l'un des rendez-vous qui traîne de nombreux croyants du Mali et des pays voisins. Les évêques ont aussi et surtout appelé à la paix et à la cohésion entre les croyants. On en parle avec Monseigneur Jonas Dambélé. Il est évêque de Caille, président de la conférence épiscopale. Monseigneur Jonas Dambélé, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quelles sont les conclusions de cette conférence 2025? Alors, les conclusions de cette conférence 2025 tenue du 20 au 23 janvier à l'archevêché de Bamako. Donc, nous avons mis l'accent sur la prière, justement, pour l'unité des chrétiens et qui invite aussi tous les Maliens à pouvoir s'unir parce que le Mali, riche de sa diversité culturelle, ethnique et religieuse, trouve dans cette semaine un appel essentiel. La diversité n'est pas une source de division, mais une véritable richesse. Donc, nous invitons les chrétiens, comme tous les Maliens, à l'union sacrée. Très bien. Aussi, au cours de cette session, il était question de nous interroger sur la question de l'enseignement catholique et l'avenir, sur la question de l'université, et bien sûr les finances, et nous nous disons que c'est de l'avenir de nos enfants qu'il s'agit. Donc, l'Église catholique s'engage toujours à pouvoir donner à tous les Maliens, sans discrimination aucune, un enseignement de qualité. Oui, c'est vrai, nous avons aussi évalué le pèlerinage national à Kita et nous trouvons que ce pèlerinage
peut porter tous ses fruits si les jeunes, puisque c'était centré sur les jeunes, si les jeunes s'engagent à pouvoir remplir leur place, leur rôle dans la société malienne. Donc le prochain pèlerinage qui sera le 22 et 23 novembre 2025 sera animé par l'archidiocèse de Bamako. Et pour le moment, le thème n'est pas encore fixé. Nous allons fixer le thème à la session prochaine de la conférence épiscopale du Mali. Très bien. Oui, allez-y. Et aussi, nous félicitons les Maliens et les encourageons aussi à la question de la paix. La paix étant un don de Dieu et fruit de l'effort des hommes pour construire le Mali-Koura. Et nous invitons tous les Maliens à pouvoir œuvrer de telle façon qu'il y ait la paix et de ne pas laisser, je dirais, cette question au seul militaire, que nous invitons chacune à sa place à pouvoir être vecteur, agent de paix. Et nous terminons par des bénédictions en demandant que Dieu accorde à notre pays, le Mali, la paix, la sécurité et l'esprit de fraternité dans nos familles, dans nos communautés, dans nos villages, dans nos villes. Que Dieu bénisse le Mali et que l'année 2025 soit une bonne année pour nous tous. Amen. Alors, Monseigneur Jonas Dambélé, nous savons que votre session a été sanctionnée par plusieurs décisions. Alors, quel mécanisme de suivi avez-vous pour mettre en œuvre toutes ces décisions prises à l'issue donc de cette conférence épiscopale à Bamako sur l'année 2025? Oui, c'est vrai, nous avons des commissions. Nous avons des commissions, donc les mécanismes pour suivre nos décisions sont confiés justement aux commissions. Par exemple, une des commissions qui s'avère importante pour nous, c'est la commission pour l'enseignement catholique. Donc, ce que nous venons de dire, ce que nous envisageons pour l'avenir, les négociations avec l'État, comment tout cela se déroule. Donc, cela est confié à la commission enseignement qui a comme directeur national l'abbé Edmond Dembélé et qui travaille en synergie avec les directeurs, des directeurs diocésains au niveau des autres diocèses, avec aussi toutes les personnes qui sont des personnes ressources pour les aider. Aussi, au niveau des finances, vous voyez, aujourd'hui, le monde tourne autour des finances. Donc, il y a aussi l'économie nationale en lien aussi avec les économes de tous les diocèses. Donc, nous les soumettons les questions et réfléchissent. Et pour les décisions, justement, les décisions reviennent bien sûr aux évêques, mais pour ce qui est de la technicité, voilà, il leur revient. Donc, il y a beaucoup de commissions autour de une dizaine de commissions au niveau de l'Église et qui travaillent des points discutés par les évêques, que ce soit la question du dialogue interreligieux, la question de l'écuménisme, la question de la catéchèse, la question de la pastorale sociale, c'est-à-dire l'engagement de l'Église à pouvoir aider les populations dans un bien-être meilleur. Donc ça, c'est au niveau de la Caritas. Donc c'est au niveau de ces commissions que les choses sont réfléchies et programmées pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Une dernière question. Vous avez appelé tout à l'heure à la paix et à la cohésion entre les croyants. Courant 2025, qu'envisage concrètement l'Église pour promouvoir davantage cette paix, cette cohésion sociale entre les croyants et tous les Maliens de façon générale? Donc nous avons déjà depuis quelques années ce que nous appelons l'organisation des journées interconfessionnelles. Par exemple, au niveau de la jeunesse, au niveau de CAI, ça fait déjà 3 ans que nous organisons des journées interconfessionnelles avec tous les jeunes. Et à l'occasion, nous donnons la parole à un imam, peut donner la parole à un pasteur, comme à un prêtre, et aussi aux jeunes eux-mêmes, puisqu'ils sont les protagonistes pour pouvoir rentrer dans la question du dialogue.
Et aussi, au niveau de la pastorale sociale, donc, nous avons la question de justice et paix que nous encourageons au niveau des villages pour qu'il y ait des sessions ou des séances de réconciliation là où le tissu est déchiré, et aussi l'intégration des femmes dans le développement. Nous avons des programmes comme ça au niveau du diocèse de Bamako, Kaye et Ségou, et nous pensons, et aussi Bamako et Mopti. C'est vrai que pour Mopti, c'est là vraiment que ce n'est pas facile, mais nous les invitons toujours à convoquer des rencontres, si faire est possible, pour pouvoir recoudre les soucis sociaux et surtout parler de pardon et de réconciliation. Monseigneur Jonas Dambélé, je rappelle que vous êtes évêque de Kaye, président de la conférence épiscopale. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. En République démocratique du Congo, l'armée congolaise et de la SADC ont déployé des véhicules blindés aux abords de la ville de Goma, dans l'est du pays, alors que des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 se poursuivent. On en parle avec vous, Lassina Keita, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, depuis ce matin, on assiste à l'intensification des combats dans ce pays. Une intensification qui perturbe le sommeil de la population locale qui s'est réveillée ce matin sous le bruit des tirs à l'arme lourde et légère dans les territoires de Djirangongo au nord de Goma. La panique et l'inquiétude s'installent face à l'intensification des combats. Le gouvernement congolais a réagi en annonçant la rupture de ses relations diplomatiques avec le Rwanda, l'accusant de soutenir les rebelles du M23. La situation reste tendue aux bornes 12 et 13 à la frontière avec le Rwanda, selon des sources locales, alimentant les craintes d'une escalade du conflit. La situation humanitaire se détériore et le nombre de déplacés ne cesse d'augmenter. Depuis hier samedi, un véhicule blindé des forces de maintien de la paix de l'ONU, abandonné et endommagé par des tirs des rebelles du M23, a été aperçu en flammes à la périphérie de Ngoma. Au moins 9 soldats de la force de la SADC ont perdu la vie et 2 casques bleus. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, de son côté, doit tenir une réunion d'urgence aujourd'hui pour examiner la crise en République démocratique du Congo. Ibrahima Traoré, rappelons que la semaine dernière, le président congolais Félix Tshisekedi avait demandé au corps diplomatique accrédité à Kinshasa des sanctions ciblées contre le M23, selon lui soutenu par le Rwanda. Quelques jours après cette adresse, la République démocratique du Congo voit encore une escalade des violences. Merci beaucoup. Lassina Keita pour toutes ces précisions. Et puis au Soudan, c'est l'escalade également des tensions ces derniers jours entre l'armée et les paramilitaires. Ces derniers pilonnent tout, même les infrastructures de santé. La dernière attaque du genre a fait au moins 70 victimes. Les précisions avec vous, Bemba Sibi. Au Soudan, le seul hôpital encore opérationnel à El Fasher a été pilonné par les drones du RSF, les forces de soutien rapide selon l'armée soudanaise. Le bilan fait état d'au moins 70 morts et 100 blessés. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a fermement condamné cette attaque. Cette violence envers les infrastructures médicales met en péril l'accès aux soins pour les populations vulnérables. Les paramilitaires n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat. Par ailleurs, jeudi, les échanges de tirs entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont impacté la plus grande raffinerie de pétrole, provoquant d'énormes incendies à Khartoum, la capitale. L'armée soudanaise a accusé les paramilitaires d'avoir mis le feu à cette raffinerie située à 71 km au nord de Khartoum. Les forces du général Arboulan annoncent également une victoire majeure à Khartoum. Pendant ce temps, le Soudan du Sud voisin a suspendu l'accès aux réseaux sociaux pendant 30 jours pour réduire les violences liées à la diffusion de vidéos montrant des meurtres de ses ressortissants. Et puis, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé Anna Serwa Tete en tant que représentant spécial pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Tete succédera à Abdoulaye Bathily qui a occupé ce poste jusqu'en mai 2024. Et puis au Ghana, depuis cette semaine, vous le savez certainement, le nouveau président John Dramani Mahama s'est doté d'un nouveau membre dans son cabinet. Il s'agit d'un envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel, une mission assurée par Larry Bevlo Lartey, ancien haut gradé de l'armée ghanéenne et qui fut également chargé de la lutte antiterroriste au sein de l'Union africaine. Il aura pour mission de solidifier
les relations du Ghana avec les membres de l'AES. La France actera le retrait définitif de ses troupes du Tchad le 31 janvier prochain, suite à une exigence ferme des autorités tchadiennes. Ces dernières ont imposé un ultimatum pour le départ de 1000 soldats français et le rapatriement de leur équipement militaire. Le président du Conseil présidentiel de transition d'Haïti a qualifié les décisions de Donald Trump, notamment le gel des programmes d'aide à l'expulsion des migrants et le blocage de l'entrée des réfugiés, de catastrophique pour Haïti. Selon ces déclarations, ces mesures auront des conséquences dramatiques pour le pays, déjà en proie à une grave crise économique et humanitaire. On en parle avec vous, Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors expliquez-nous quels sont les impacts de cette décision de Donald Trump sur le pays Haïti. L'Haïti se trouve effectivement à un carrefour critique confronté à une multitude de défis qui aggravent la vulnérabilité de sa population. Parmi ces défis, les problèmes de sécurité sont particulièrement alarmants. La violence des gangs qui s'est intensifiée ces dernières années a entraîné une augmentation des homicides, des enlèvements et des déplacements internes, rendant ainsi les conditions de vie pour de nombreux Haïtiens insupportable. Cette instabilité pousse les gens à fuir pour sauver leur vie, augmentant encore le nombre de migrants. Sur le plan économique, Haïti souffre d'une grave crise avec une inflation galopante, un chômage élevé et une infrastructure dégradée. De nombreux Haïtiens vivent dans la pauvreté et l'accès aux services essentiels comme l'éducation est limité. Les programmes d'aide internationale sont donc essentiels pour fournir une assistance alimentaire, médicale et éducative. Le gel de ces programmes décidé récemment risque d'aggraver l'insécurité alimentaire et de compromettre les efforts de relèvement économique. Il est crucial que la communauté internationale, y compris les États-Unis, prenne conscience de la gravité de cette situation. Ils doivent encourager des politiques qui non seulement visent à résoudre les crises immédiates, mais qui soutiennent également des solutions à long terme. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré. Le président américain Donald Trump qui a suggéré également de déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie dans le cadre de son plan de paix visant à, je cite, nettoyer le territoire palestinien. Une proposition qui choque et qui intervient alors que la trêve entre Israël et le Hamas est entrée dimanche dans sa deuxième semaine. Le cessez-le-feu instauré le 19 janvier dernier est maintenu et a permis hier samedi un échange de 4 otages israéliennes contre environ 200 prisonniers palestiniens. L'armée libanaise a, elle, annoncé ce dimanche qu'un de ses soldats avait été tué par des tirs israéliens dans le sud du Liban, où des centaines de personnes ont bravé l'interdiction de l'armée israélienne de retourner dans certains villages. Volodymyr Zelensky retourne sa veste. Oui, le dirigeant ukrainien a modifié son approche par rapport au pourparlers avec la Russie, affirmant que son interdiction s'appliquait à tout le monde, sauf lui. Il a justifié sa décision d'interdire les négociations avec la partie russe en expliquant qu'elle était dictée par les circonstances du moment. Et puis pour boucler cette page internationale, retenez que des manifestations contre le parti d'extrême droite AfD ont rassemblé hier samedi des dizaines de milliers de personnes en Allemagne. Cela à un mois des élections législatives. Elon Musk a appelé les partisans de l'extrême droite allemande réunis à un meeting électoral à être fiers d'être allemands en pleine polémique après son statut controversé. Le journal des sports dans quelques instants. Oui, il est bien installé dans ce studio. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors la 10e journée de la Ligue 1 professionnelle de football se poursuit cet après-midi avec 2 rencontres. Quelles sont ces affiches, Famourou? Les 2 matchs se jouent au stade de Mamadou Konaté à 16h. Le leader l'US Bourba, 17 points, affronte le Djoliba AC, 11e avec 7 points. Ensuite à 18h, l'US Bouni, 10e avec 8 points, accueille le stade malien de Bamako, lanterne rouge avec 4 unités dans son compteur, mais beaucoup de matchs à moins. La journée prend fin demain lundi avec les matchs AS Police contre AS Real de Bamako et FC Diarra contre 11 créateurs de Nyarela. En ouverture hier samedi, 3 matchs étaient joués. Oui, l'association sportive de Korofina
Bakarijan pourrait se retrouver dans la zone rouge à l'issue de cette 10e journée. En ouverture ce samedi, les Oranges de Korofina se sont inclinés devant les académiciens d'Afrique Football Elite par 2-1. Cette défaite place l'ASCO dans une position inconfortable, seulement 7 points pris sur 24 possibles, puisqu'elle a 2 matchs en retard. En revanche, Afrique Football Elite profite de cette victoire pour grimper provisoirement sur le podium, affichant un total de 15 points. Autre mauvaise performance, celle de l'AS Bakarijan, 5e du classement avec 12 points. Avant cette journée, le club de Baraouli a chuté 2-0 face à l'USFAS. Cette victoire permet aux militaires d'avoir 17 points et revenir à égalité avec l'US Bougouba. L'USFAS se positionne désormais comme un sérieux prétendant au titre. Quant à l'AS Bakarijan, elle devra revoir ses copies pour poursuivre son chemin vers les sommets. La dernière rencontre d'hier samedi a opposé les Étoiles du Mandé qui luttent pour leur survie à Binga FC. Les Rouges de Binga ont infligé une correction 3-0 aux jeunes des Étoiles du Mandé. Binga occupe provisoirement la 4e place avec 13 points. Sur le continent, la CAF a dévoilé ce samedi le logo de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que nous dit ce logo, Le logo de la CAN 2025 rend hommage à l'architecture traditionnelle marocaine. Le zélige, art ancestral de mosaïque caractéristique du royaume, occupe une place centrale dans le design, reflétant à la fois l'identité culturelle et l'hospitalité du pays hôte. Ce choix souligne l'importance de célébrer le patrimoine africain tout en mettant en avant la diversité et la passion du continent pour le football. La CAN 2025 qui se tiendra du 18 décembre 2025 au 21 janvier 2026 au Maroc promet d'être une édition mémorable. Le tirage au sort des phases de poule est prévu pour ce lundi 27 janvier à partir de 18h GMT au théâtre Mohamed V de Rabat. Et l'Égypte qui joue sa qualification en quart de finale du mondial 2025 de handball masculin ce dimanche contre le Cap-Vert, qui est déjà éliminé. Oui, l'Égypte est toujours dans la course pour les quarts de finale. Pour se hisser dans ce tour, les Pharaons devront battre les Requins Bleus cet après-midi à partir de 17h GMT à l'Arena Zagreb en Croatie. Quelques jours après sa défaite face à l'Islande dans le groupe 4, la sélection égyptienne s'est reprise vendredi au terme des matchs fous. Elle s'est imposée 26-25 devant la sélection slovène et s'est positionnée à la 2e place avec 6 points. Notons que certains favoris sont déjà éliminés, notamment la Norvège, l'Espagne ou encore la Suède. Le mondial masculin 2025 de handball se joue en Croatie, au Danemark et en Norvège. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives, Famorou Djourté. Focus Santé. La chronique santé de ce dimanche aborde une maladie qui affecte la thyroïde appelée goitre en fonction des formes. Certains goitres sont volumineux et d'autres ne prennent pas de volume mais agissent sur le corps comme la perte du poids, la palpitation et l'extérioration des yeux. Deux types de traitements sont possibles pour soigner le goitre. Qu'est-ce qui provoque cette maladie? Suivons plutôt plus d'éléments de réponse dans ces numéros de Focus Santé signés Kouma Sissé. Le goitre, souvent considéré comme une maladie honteuse, affecte majoritairement les femmes. À l'hôpital du Mali, plus de 200 patients sont pris en charge par an. Cette maladie touche la thyroïde et la principale cause est la carence en iode dans le corps. D'autres facteurs favorisants existent également. Professeur Abdoulaye Ouattara, chirurgien à l'hôpital du Mali. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la thyroïde, parce que c'est l'organe qui est concerné. C'est une glande endocrine qui se trouve sur la base du cou. Donc le goitre, c'est une augmentation du volume de cette glande. C'est un organe qui utilise beaucoup l'iode pour la synthèse de ses hormones. En cas de carence en iode, l'organe va se mettre à augmenter de volume. Mais aussi, ça peut survenir suite à la consommation de certains aliments qui vont faire une compétition à l'iode, comme les choux, les maniocs, et donc entraîner également aussi l'apparition de goitre. Alors, c'est difficile de dire que c'est une maladie héréditaire, mais nous avons des formes familiales. Nous avons des familles où il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de cette maladie. Il y a plusieurs formes de goitre et certains sont même cancéreux. Professeur Moussa Abdoulaye Ouattara, chirurgien à l'hôpital du Mali. Par rapport à l'agressivité, nous avons le goitre qui est bénin, c'est-à-dire qui n'est pas non cancéreux, et le goitre qui peut être cancéreux. Nous avons également le goitre en fonction
de la sécrétion de ces hormones-là. Il y a des goitres qui vont produire peu d'hormones, qu'on appelle les goitres hypothyroïdiens, et les goitres qui vont produire un excès d'hormones, qu'on appelle les goitres hyperthyroïdiens. En fonction des formes, certains goitres sont volumineux et d'autres ne prennent pas de volume, mais agissent autrement sur le corps, comme la perte du poids et la palpitation. Professeur Moussa Abdoulaye Ouattara. Le premier symptôme que nous connaissons tous, c'est la grosseur, l'augmentation du volume. C'est cette masse cervicale qui va être aperçue par tout le monde. Cette masse-là, elle peut être indolore. Le plus souvent, ça fait pas mal. Ça peut être sensible et faire mal. Les autres, ce sont des perturbations liées à la fonction hormonale. Comme on a dit, dans le cadre où il y a une augmentation de la sécrétion des hormones, il s'agit de signes, entre autres, cardiaques. Le patient peut avoir une accélération du rythme cardiaque, des signes neurologiques aussi. Le patient est aussi un amaigrissement. Voilà. Ça peut aller même au-delà de ça. C'est des situations où on peut avoir une exophthalmie, c'est-à-dire on a les yeux du patient qui ont tendance à s'extérioriser. Bafouné, une des patientes, a constaté le goitre au moment de sa grossesse il y a quelques années de cela. Et depuis, le goitre prend de volume progressivement. Si je me dresse, je sens des douleurs au niveau de mon cou. Ma poitrine me fait mal aussi. La partie gonflée me gêne souvent. Je suis venue à l'hôpital du Mali et les démarches sont en cours pour l'opération. Professeur Moussa Abdoulaye Ouattara, chirurgien à l'hôpital du Mali. Le traitement chirurgical, il se fait suivant des critères. Alors on passe à la phase de l'évaluation du patient pour voir si ce patient il peut subir une intervention et préparer éventuellement le patient. Nous travaillons en étroite collaboration pour ces prises de décision avec les endocrinologues, avec les spécialistes en otorhinolaryngologie. Le patient peut sortir en 24-48 heures de l'hôpital après une hospitalisation. L'alimentation du patient ne change quasiment pas parce que les mêmes jours, le patient commence à s'alimenter progressivement et puis le lendemain déjà, il y a une alimentation normale. Aujourd'hui, c'est une chirurgie qui est rentrée dans le cadre de la chirurgie ambulatoire. Elle a quand même des complications qui sont inférieures à 1%. Alors, ces complications sont entre autres le saignement. Alors, le second risque, c'est l'atteinte des nerfs qui s'occupent de la voix. Ces nerfs peuvent être lésés lors de la chirurgie et entraîner une modification de la voix et même parfois des gènes respiratoires. L'ablation du goitre n'est pas la seule solution. Le traitement peut être aussi médicamenteux. Professeur Moussa Abdoulaye Ouattara, chirurgien à l'hôpital du Mali. Alors, pour les gens qui ont une insuffisance en hormones, suite à une atteinte de la glande, ces gens-là vont avoir une supplémentation en hormones. L'hormone qui est le plus souvent administrée dans ces cas, c'est la athyroxine. Maintenant, il y a d'autres qui vont avoir un excès d'hormones. En ce moment, on va utiliser des médicaments qui vont freiner la sécrétion de ces hormones thyroïdiennes. Alors, concernant le volet de prévention, l'Organisation mondiale de la santé a proposé que nos ménages consomment du sel iodé pour éviter effectivement la survenue de cette maladie-là. Alors, il y a aussi des programmes nationaux de lutte contre cette maladie-là, où il y a des préventions, où on donne des capsules à base d'iode aux enfants. Certains goitres se transforment plus rapidement en cancer. Alors, cancéreux ou pas, seuls les examens médicaux déterminent les formes. Focus Santé. C'est ce numéro de Focus Santé réalisé par Koumba Sissé qui met fin à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en ligne Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, à la réalisation à la Sine Keita qui sera là justement juste après moi pour la rétrospective de l'actualité de la semaine. Grand merci à Alimata Ouattara qui assure la mise en onde de cette édition avec à la coordination éditoriale Ousmane Dao. Prochain cap des infos sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Mali tout à l'heure à 19h30. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bons moments de radio en notre compagnie. Et bel après-midi dominical à toutes et à tous. Au revoir.